Je déclare la session ouverte. Alors, si c'est moi qui la déclare ouverte, je me présente moi-même, Patrick Hémon, c'est jamais lu. Là, je suis dans le rôle qu'on m'a attribué, que le maire m'a donné ce soir, parce qu'il est atteint de la Covid. Voilà. Et donc, je tiens à vous assurer que j'ai eu 3 doses et que je suis pressé de me faire tester de tous les côtés. Donc, voilà, c'est une garantie pure. J'espère que je serai à la hauteur de la tâche. J'ai peu le temps de beaucoup réviser. Je compte sur votre bienveillance. Voilà. Donc, on va commencer par l'appel. Pascal Calais, ça va de soi. Et mon Patrick. Monsieur Calais a donné le pouvoir. Oui, un pouvoir. Il est derrière. Je vais donner le pouvoir à Monsieur Hémon. Voilà. Qui m'a donné le pouvoir. Voilà. Je suis présent. Madame Eke. Présent. Madame Eke présente. Sébastien Martin est absent, à donner pouvoir à Madame Eke. Maud Delissier. Agnès Moya. Béatrice Otero. Dominique Patrick. Présent. Corinne Bailly. Présent. Denis Gilles. Présent. Léon Masson. Présent. Jérôme Dier. Présent. Angélique Pillard. Présent. Sandrine Nardin. Présent. Cyril Coiffier. Présent. Bébête Mann. Présent. Eusier Louis. Présent. Christian Couchois. Présent. Et Valérie Pagnat. Présent. Donc, on n'a pas été point. Alors, désignation du secrétaire de séance. Je ne sais pas. Moi, je suis tranquille, ça sera pas mal. Madame Masson. Oui, oui, c'est bon. Un petit. Oh, ça va. Donc, là, le premier point qu'on a à aborder, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du vendredi 8 octobre. Est-ce que, à cet égard, il y a des remarques? Alors, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc, à l'unanimité, adopter le PV. Donc, c'est estimé bon, on commence. On est là. C'est parti. On attaque. Donc, premier point. Il s'agit donc de l'acquisition. Alors, cette séance aujourd'hui, grosso modo, ça va pas être, c'est pas une réunion révolutionnaire. Hein. C'est vraiment du calage administratif plus qu'autre chose, mais qui était indispensable et c'est pour ça qu'on n'a pas pu la reculer. Parce qu'il y avait des incidences et salariales et juridiques concernant le et tout ça. Donc il fallait vraiment qu'elle ait lieu. Première, acquisition de la parcelle AO 247, et je précise bien AO 247 parce qu'effectivement c'est son nouveau nom. Elle a été acquise, enfin, les débuts des relations ont été faites sous un autre nom. C'était le, je ne sais plus, 9151, voilà. Donc c'était ça qui avait été voté dans les délibérations précédentes, et en fait au cadastre, tout bonnement, ça a changé et elle s'appelle AO 247. Cette parcelle, c'est les 23 mètres carrés qui contiennent cette, ce que j'appelle moi cette énormité hideuse, là, qui est une espèce de mirador, qui est place Elisabeth d'Autriche, voilà, et qu'on souhaiterait détruire d'abord parce que je pense que c'est une pollution visuelle assez importante et que c'est une zone d'ombrage pour les riverains. Il faut dire, d'ombrage pas très agréable. Donc,
Considérant l'intérêt d'acquérir donc cette parcelle et afin d'envisager la démolition de l'immeuble, considérant donc les autres délibérations mentionnant la parcelle AO 9151, ancienne dénomination, donc il s'agit de refaire cette proposition avec son nouveau nom. Donc on modifie les délibérations et que l'acquisition porte sur une parcelle. On dit que c'est une acquisition qui sera effectuée par voie d'acte notarié. Donc de donner pouvoir au maire ou en cas d'empêchement à un adjoint pris dans l'ordre du tableau pour signer les actes d'acquisition et conditions prévues dans la délibération. Et de fait, c'est donc votre serviteur qui ira voir le notaire pour signer cet acte vendredi. C'est pour ça que c'était urgent de passer aussi cette délibération aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des positions contre? Des abstentions? Merci. Donc, okay. Donc je serai chez le notaire vendredi. Là, deuxième point, convention d'adhésion au service de médecine du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure. Donc, c'est une convention d'adhésion. Je crois qu'elle était échue. Non, elle est modifiée, oui c'est ça. Il y a un rythme des visites médicales qui change et un rythme de la santé au travail aussi qui s'intercale dans les visites médicales. C'est ça. C'est l'intervention d'un ou d'une infirmière en alternance avec le médecin. Et ce n'était pas prévu dans la convention initiale, donc modification de la convention. Voilà, donc autoriser M. le maire à signer cette convention. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que si effectivement, je l'ai su parce qu'au Conseil général de l'Oise, c'est l'équivalent, c'est que les médecins du travail, ça devient tellement une denrée rare qu'ils sont obligés d'étaler les visites. Donc voilà, concernant l'autorisation au maire de signer cette convention, est-ce qu'il y a des voix Est-ce qu'ils étalent les montants de paiement? C'est à la visite. Ah, c'est à la visite? Oui, c'est à la visite. Non, parce que dans le bâtiment, ils avaient fait une année sur deux, mais ça restait le même barème, quoi. On paye à la visite. Ah, si c'est à la visite, c'est bon. Voix contre? Abstention? Merci. Alors, contrat de groupe d'assurance statutaire du CDG de l'Eure. Là, concernant ce point, je ferai bien appel à Madame pour vous l'expliquer. Je vous ai dit que je débutais, mais là, carrément, c'est vrai. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, nous avions un contrat d'assurance statutaire. Donc, l'assurance statutaire, c'est ce qui couvre les remboursements du personnel en cas d'arrêt maladie. C'est-à-dire qu'en cas d'arrêt maladie, les agents sont payés par la collectivité. Et la collectivité peut se faire rembourser par son assurance. Donc tout ce qui est arrêt maladie ordinaire, congé maternité, congé paternité, congé dépression, congé longue durée, grave maladie, longue durée. Voilà, donc le contrat arrive à échéance au 31 décembre, ça faisait 3 ans qu'il était conclu. On a réussi depuis 3 ans à assainir entre guillemets la situation de la collectivité, c'est-à-dire que en 2018, on avait environ 5 agents en longue durée, grave maladie, donc longue durée, grave maladie, et il y en a un troisième. Donc grosso modo, voilà, ce sont des agents qui sont absents depuis un moment, pour des cas de santé donc graves. Aujourd'hui, on a 0 agent dans ce type de congé, simplement des agents en congé de maladie ordinaire. Notre taux de sinistralité s'est donc nettement amélioré. Et dans le cadre de la renégociation par le centre de gestion du nouveau marché d'assurance statutaire, notre taux passe donc de 8,40% de cotisation à 4,25%. Donc pour les seuls agents titulaires de la fonction publique qui cotisent au régime de la CNRACL, cela représente pour la collectivité une économie de 38 000 € par an.
Et c'est à peu près dans les mêmes proportions pour l'IRCANTEC, donc les agents non titulaires de la fonction publique. En plus de cette économie substantielle, et puis donc, de tous les remboursements que l'assurance peut donner à la collectivité, il y a tout un accompagnement des arrêts maladie avant, pendant, après, de beaucoup de documentation. Donc le nouveau titulaire du marché est donc l'assureur Sopaxis. Donc voilà, aujourd'hui le contrat arrive à échéance, le marché a été relancé par le centre de gestion. Aujourd'hui c'est Sopaxis qui arrive en tête de l'appel d'offres. Donc aujourd'hui en fait il y a lieu d'autoriser l'adhésion au contrat d'assurance avec Sopaxis dans les conditions qui vous sont données dans le projet de délibération. Donc c'est un contrat groupe Ouais. 2022-2025. Je tiens à préciser que c'est certainement le meilleur taux du département. Sopaxis ne revenait pas en fait de notre taux de sinistralité. Mais bon. Donc voilà, vous autorisez le maire à signer. Vous, madame, vous dites que vous avez réussi à assainir la situation. Il y avait 5 agents en arrêt pour grave maladie. Vous avez réussi à assainir la situation. J'aimerais savoir comment vous faites. Non, alors c'est un abus de langage. C'est parce que les agents arrivaient en fin de droit. D'accord. Voilà. Donc on a 3 agents qui sont partis en retraite pour invalidité. Un agent qui était donc en inaptitude définitive et absolue à toute fonction, mais son régime faisait qu'on ne pouvait pas la passer en retraite pour invalidité, donc elle a été licenciée. Et le 5e cas, c'est un agent qu'on a réussi à réintégrer dans la collectivité sur un poste différent. Elle était en maladie professionnelle, on a pu la réintégrer. D'accord. C'est vrai que c'est pas il y avait des miracles depuis que vous étiez là. Donc non, c'est pas du tout ça. Je ne tire pas vous les rouges sur les autres, c'est pas ça. Voilà, on est arrivé dans une situation en fin de droit pour les agents. Voilà. Okay. Mais on n'a pas eu non plus de nouveaux cas depuis. Tant mieux. Pour eux. Tout à fait. Donc, pour adhérer, est-ce que vous autorisez le maire à signer des documents contractuels? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci. Garantie maintien de salaire, modification de la participation financière de la collectivité pour chaque agent. Là, c'est pareil, il y a un dossier, je suppose que vous avez. Non, donc les conseillers municipaux ont juste ça, là, ce que vous avez derrière, c'est tout le courrier, tout le dossier qui explique en fait que le contrat est révisé au 1er janvier pour chaque agent. Vous les explique. Voilà. Alors, la garantie maintien de salaire, c'est une assurance facultative pour les agents. Lorsqu'on arrive à plus de 3 mois d'arrêt maladie, on passe à mi-traitement. Donc chaque agent a la possibilité, la faculté de souscrire une assurance qu'il paye lui-même pour justement garantir le maintien de son salaire à hauteur de 95% en cas d'arrêt maladie au-delà de 3 mois. En 2018, donc pour le 1er janvier 2019, quand le contrat groupe a été négocié au niveau du centre de gestion, ils avaient tablé sur un certain niveau d'adhésion. Ce niveau n'ayant pas été atteint, l'assureur a fait jouer sa clause de résiliation anticipée, parce qu'évidemment, il ne s'y retrouve plus. Donc le centre de gestion a négocié de revoir les taux pour maintenir ce contrat, puisque de toute façon, on n'était plus dans les délais pour lancer un marché public. Et les agents se retrouvaient donc sans couverture au 1er janvier. Donc ça implique pour chaque agent une certaine augmentation de ses cotisations d'assurance. Donc le choix nous a été proposé donc soit de rester à couverture assurantielle constante, mais avec une forte augmentation de nos cotisations, soit de diminuer notre couverture et donc on minorait l'augmentation de la cotisation. Ce qu'on a proposé au comité technique pour soutenir aussi les agents, et notamment ceux qui ont les plus faibles revenus, c'est d'augmenter la participation financière de la collectivité, qui est depuis 2016 de 8 € par mois. Donc la collectivité verse 8 € par mois aux agents qui ont ce contrat
Donc de revaloriser cette participation de 2 euros, donc un total de 10 euros, dans le sens où il y a aussi une économie de la collectivité qui a été faite sur l'assurance statutaire. Le surplus pour la collectivité, c'est entre 700 et 750 euros par an. Donc c'est quand même assez négligeable. Et c'est pour certains agents, notamment les agents qui ont le plus faible revenu, ça couvre quasiment, à quelques centimes près, l'augmentation des cotisations. Donc c'est un effort qui est fait par la collectivité pour soutenir ces aides. Donc, concernant cette notification... 8 euros par agent, mais c'est pour combien de temps? Je n'arrive pas à C'est par mois. Par mois, 8 euros par agent et par mois. Okay. Donc, des votes contre et d'abstention. Merci. Ça fait partie de mon... c'est sûr. Ah non, c'est pardon. Bon, pardon. Ça concerne donc le programme de construction des 9 logements anciennement prévus par la CECOMIL, mais leur statut ont changé, ainsi que leur structure. Il s'appelle dorénavant, c'est Sologer, Mon Logement. Mon Logement 27. Voilà. Donc qui reste le programme de construction des 9 logements seniors. Et là, il s'agit en l'occurrence de la garantie d'emprunt. Donc, par délibération du 27 novembre 2020, le conseil municipal a accordé la garantie des emprunts dans le cadre du financement de cette construction des 9 logements seniors. L'évolution du projet et le retour d'appel d'offres de septembre 21 font que le coût d'emprunt a augmenté. C'est pourquoi il convient de délibérer sur les montants et taux définis de la garantie d'emprunt. C'est une garantie d'emprunt, c'est pas nous qu'on prête. Donc, les termes de plus et de PLAI que je me suis fait expliquer, plus c'est le prêt locatif à usage social et le PLAI c'est le prêt locatif aidé d'intégration. Voilà. Donc ces deux garanties d'emprunt augmentant, il est proposé au conseil municipal d'accorder cette garantie pour ces 2 lignes de prêt souscrites par Mon Logement 27 pour la réalisation et la construction de ces 9 logements seniors. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques contre, des abstentions? Merci. Voilà donc. On part pour les versements. Madame voilà, je passe la parole. Donc, le point numéro 6, budget principal, décision modificative budgétaire. Donc nous vous proposons aujourd'hui de voter une nouvelle décision modificative budgétaire, qui sera la dernière de l'exercice a priori. Les dépenses de personnel budgétées étant légèrement insuffisantes, d'environ 31 000 euros, ce qui représente moins de 2% du total des charges de personnel, donc c'est pas très significatif. Nous devons augmenter certains articles du chapitre 12, qui sont là où le chapitre où se situent les salaires et les charges. Afin de garder un budget équilibré, nous allons en contrepartie diminuer certaines dépenses de fonctionnement et augmenter certaines recettes de fonctionnement. Donc on propose de diminuer l'article 678 charges exceptionnelles, puisque c'est un poste du budget qui n'a pas été utilisé et qui ne sera pas utilisé d'ici la fin de l'année, pour 21 500 euros.
Et nous proposons également d'augmenter le poste 74 834, qui sont des recettes relatives à une compensation qui n'était pas prévue au budget dans le cadre de l'exonération de la taxe foncière. Donc pour arriver à 31 000 €, il nous faut augmenter ce poste-là de 9 500 €. Donc ce qu'il est proposé, c'est cette décision modificative, diminuer les charges exceptionnelles de 21 500 € sur l'article 678, augmenter les recettes compensation taxe foncière sur l'article 74 834 pour 9 500 €, et donc pouvoir augmenter ainsi le chapitre 12 des charges de personnel pour 31 000 €, ce qui permettra de faire sans problème la dernière paie du mois de décembre. Est-ce qu'il y a des questions? C'est une DM qu'on fait quasiment tous les ans, puisqu'on essaye de faire un budget le plus juste possible, mais on n'est pas à 1 ou 2% près complètement juste. Donc ça arrive qu'on soit obligé en fin d'année de faire une petite DM à ce sujet. Donc y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la l'unanimité. Alors le point numéro 7, remboursement. Oui. Remboursement des cours au conservatoire. Donc à chaque conseil municipal, on fait ce genre de délibération. Dans le cadre du premier et du second confinement, le conservatoire a dû momentanément fermer ses portes. La plupart des cours d'instruments ont pu être assurés à distance, mais dans certains cas, les parents n'avaient pas les moyens de le faire. De plus, la totalité des cours de groupe pour adultes ont été annulés, même pour enfants, donc les cours d'éveil, les cours de formation musicale, les cours de théâtre et de dessin, la chorale, la musique actuelle et le groupe de percussion africaine. Donc dans ce cadre, certains usagers ont fait une demande écrite au directeur du conservatoire pour que leur soient remboursés des cours non assurés durant la fermeture momentanée du conservatoire. Si nous ne souhaitons pas rembourser les cours d'instruments qui ont été assurés à distance, nous sommes par contre évidemment nous sommes obligés de rembourser les cours qui ont été complètement annulés, tels que les cours de groupe, et notamment les cours de groupe pour adultes. Certains cours de groupe pour enfants ont été quand même autorisés dans l'année, mais les cours de groupe pour adultes ont été complètement annulés toute l'année. On a donc deux listes ci-dessous. La première liste, c'est les parents qui ont demandé un remboursement pour des cours de formation musicale pour des enfants, 837 €. Et le deuxième tableau, c'est toutes les personnes qui étaient dans les groupes de musique actuelle et qui n'ont pas eu quasiment de toute l'année leur groupe de musique actuelle, pour 590 €. Donc, ce récapitulatif est constitué uniquement des usagers qui se sont fait connaître à ce jour. Si d'autres demandes arrivent au conservatoire, elles seront analysées de la même manière, on l'a fait déjà depuis le début de l'année dernière, et les demandes de remboursement seront présentées au conseil municipal. Cependant, on est obligé quand même de mettre à un moment donné une date butoir, donc il est proposé de permettre aux usagers de présenter leur demande de remboursement jusqu'au 31 décembre 2021. Et au-delà, toute demande ne sera pas prise en compte. Donc ça veut dire qu'au prochain conseil municipal, ça sera la dernière décision dans ce cadre-là. Sauf s'il s'avérait qu'on est encore dans un prochain confinement dans l'avenir, mais pour l'instant, c'est pas le cas. 31 décembre, tu as dit, non? Oui, la fin de l'année. Comment ils vont être prévenus, les gens? Ils le sont régulièrement. De toute façon, ils font les demandes à leurs professeurs d'instruments ou les professeurs de groupe. Il y a une affiche à l'école de musique ou? Ça a été dit par le directeur au moment des inscriptions, c'est redit régulièrement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce sujet? Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Non. Donc il y a l'unanimité. Donc le point numéro 8, les conventions d'intervention musicale 2022, donc toujours dans le cadre du Conservatoire de Charleval. Le Conservatoire de Charleval intervient auprès des écoles du territoire de la communauté de communion Sandel, à l'école du Val d'Orgé, à raison de 3h30 par semaine pour l'année 2022. Le taux retenu est celui anciennement appliqué par la commune, à savoir 26,12 €. Alors c'est bien un taux annualisé, c'est-à-dire sur 52 semaines.
La deuxième intervention est à la crèche de Vendrimar à raison de 1 heure hebdomadaire sur année scolaire pour un taux de 45,24 €. Alors là, par contre, attention, c'est un taux horaire calculé sur 35 semaines. C'est pour ça qu'il est plus élevé, parce qu'il est calculé sur 35 semaines et pas 52. Ce qu'il est proposé au conseil municipal, donc, c'est d'autoriser la signature du renouvellement de ces deux conventions. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Ce sont les mêmes depuis maintenant plusieurs années. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. Alors, donc l'objet, c'est le conseil municipal des enfants et option de la charte. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-29 et L2143-2 sur la participation des habitants à la vie locale, considérant le règlement intérieur du conseil municipal qui prévoit en son article 3 que la création, la composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal, considérant que la commune souhaite rétablir le conseil municipal des enfants dès le début de l'année 2022, considérant que l'objectif de ce conseil municipal des enfants est de permettre aux enfants un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge, qui passe notamment par la familiarisation avec les processus démocratiques, le vote, le débat contradictoire, les élections, l'intérêt général face aux intérêts particuliers, mais aussi une gestion des projets par eux-mêmes accompagnée par l'ensemble de la communauté éducative. À l'image d'un conseil municipal d'adultes, les jeunes élus devront donc réfléchir, décider puis exécuter et mener à bien des actions dans l'intérêt de tous, devenant ainsi des acteurs à part entière de la vie de la commune. Considérant que le conseil municipal des enfants sera composé de 12 élus, 6 filles et 6 garçons, il sera présidé par le maire. Considérant qu'il sera élu pour une année et que seuls les CM1 sont éligibles, il est proposé au conseil municipal d'accepter la création d'un conseil municipal des enfants, d'adopter la charte du conseil municipal ci-jointe et d'autoriser monsieur le maire ou le conseiller municipal délégué à la jeunesse de signer l'ensemble des documents afférents à la mise en place de ce conseil. Y a-t-il des questions? Oui. Les élections devraient se passer quand pour les enfants de CM1? Au retour des vacances, après les vacances de Noël. Après les vacances de Noël. Et ils vont être élus, vous êtes inscrits pour un an, donc ils vont être élus jusqu'à Noël l'année prochaine? Ce sera certainement un peu scolaire. moins d'un an cette année, puisque ce sera renouvelé à chaque rentrée scolaire. Donc là, ça va quand même pas laisser beaucoup de temps aux enfants de s'imprégner de la démarche, de monter des projets en 6 mois, quoi. C'est short pour des moments. Tout à fait. Je reste dubitative sur où il va falloir vraiment accélérer pour qu'ils aient l'impression d'avoir servi à quelque chose, parce que les élections après les vacances en janvier, ils vont arrêter leur mandat en juin. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'on ait l'impression d'avoir fait un gadget pour cette année. C'est ça juste l'inquiétude. C'est l'année scolaire. Ce serait plus sur une année scolaire aussi. Ça peut être exceptionnellement les 2 années pour les premiers CM. Comme ça, ils font CM1, CM2. Et après, on pourra faire tous les ans. On était parti sur Mais on était parti sur. Ça leur laisse quand même 6 mois. Hein. Oui, 6 mois, quand tu vois déjà pour des adultes comment s'approprier un fonctionnement, etc., qu'est-ce que la démocratie, etc., je trouve que 6 mois, ils vont se réunir tous les combien, les enfants? Voilà, c'est dans les documents. Alors c'est une fois par mois. 6 réunions pour appréhender ça et proposer même quelque chose qui les valorise et qui soit accepté. Je trouve que 6 mois, c'est vraiment pas beaucoup. Là, sinon, le risque, c'est effectivement de ne pas en avoir cette année, de reporter ça. On pourra faire un début à la prochaine rentrée scolaire. Mais donc les séquences, je sais pas, hein, mais je pense que les séquences devront quand même être travaillées de telle façon à ce qu'ils n'aient pas l'impression, eux, d'avoir servi de gadget de CM, de conseil municipal des enfants,
et de pouvoir peut-être, je ne sais pas qui va travailler sur les séquences, mais de telle façon à ce que quand même avant fin juin, ils arrivent à produire quelque chose qui les valorisera, quoi. Oui, c'est le but justement. Parce que là, ça fait quand même 6 réunions pour comprendre toutes les notions qui viennent d'être éditées, plus produire une action. Voilà, je ne sais pas comment ça ne peut pas être démagogique en 6 mois. A priori, les enfants qui seront élus la première année se représenteront l'année suivante. Oui, mais ils sont plus CM1 aussi. Ils sont plus CM1. Ils sont toujours là. Et là, il est écrit que c'est pour les CM1. C'est écrit que c'est pour les CM1. Ouais. C'est écrit pour les CM1. Non, mais par contre, dans le code qui est joint, on a quand même précisé que les CM1, enfin, il me semblait que c'était noté que les CM1 qui étaient élus la première année pouvaient se représenter en CM2. C'est ça. On n'a pas retrouvé. C'est le seul cas dans les cas. Et je ne sais pas, alors est-ce que la délib, elle ne concerne que l'année 2021 parce que c'est pas précisé ou... On va pas, la délib, elle ne sera pas revotée tous les ans. Là, donc dans ce cas-là, ce soir, on va acter que seuls les CM1 peuvent se présenter. Enfin, on acte quand même l'adoption d'une charte. Hein. Oui, oui, d'accord, mais on dit, considérant qu'il sera élu pour une année et que seuls les CM1 seront éligibles. Donc ce que disait Maude, en disant l'année prochaine ils peuvent se représenter, c'est pas possible. C'est dans l'article 5. L'article 5, les conseillers municipaux enfants exerceront pendant une année scolaire CM1 renouvelable. Oui, Angélique, mais c'est pas ce qu'il y a écrit dans la délib. C'est le seul qu'il faudrait supprimer. Considérant que... Seul les CM1. Oui, voilà. Il faut le préciser dans la délib qu'ils pourront se présenter aussi en CM2. Il y a déjà des CM1 peut-être dès septembre, ce serait plus long. Retirer le seul. Au moins, ces enfants qui auront vécu 6 séquences, ils pourront peut-être aider les CM1 l'année prochaine et travailler avec eux pour qu'ils fassent un véritable travail. Mais si c'est juste pour 6 réunions... Et en plus, avec le vote, ça sera que début février. Quoi. Donc, ouais, le temps qu'ils mènent la campagne, qu'ils comprennent tout ça et qu'ils proposent des choses. Au-delà de ça, pourquoi il n'y aurait que les CM1? c'est parce que c'est écrit. C'est parce que c'est écrit. Oui, oui, non, mais ta question elle est aussi pertinente. Je n'ai pas vraiment suivi, je vous avoue, et je ne sais pas d'où il sort ce document. Non, mais en fait, je pense que uniquement les CM1 peuvent se présenter. Vas-y, pose. Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'on corrige là, considérant que... On remplacera le considérant qui est noté par l'article 5. Considérant que les conseils municipaux enfants exerceront pendant une année scolaire, CM1, renouvelable. Correctement le même texte. Et puis, tant qu'on est dans les corrections, dans la durée du mandat, au lieu de marquer la durée est fixée à 1 an, on pourrait marquer pour l'année scolaire. Ça éviterait que ce soit une année civile. C'est la durée du mandat. Dans la charte. Oui, c'est scolaire. Ouais, il faut marquer scolaire parce que sinon, pour 1 an, ça veut, on peut. Donc après concertation, celle-ci a été fixée à l'année scolaire. C'est vrai qu'on n'allait pas leur donner les formations pendant les mois de vacances. Oui, non, mais. Ouais. Est-ce qu'on peut passer au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des contre? À l'unanimité, merci. Alors, le rapport numéro 10. Donc un petit point aussi là de... Ah non, c'est pas de la régularisation. Il se trouve que au PLU il a été supprimé par décret, a été supprimé l'obligation de déclaration préalable pour les travaux de ravalement de façade. Nous souhaiterions reprendre la main sur les travaux de ravalement de façade. Parce que je pense que c'est un gros risque, il y a des tas de matériaux qui servent à faire des ravalements maintenant, et qu'on a quand même des endroits un petit peu périlleux, un petit peu classés, un petit peu où on demande
un peu de l'intégration et ce serait intéressant que nous gardions, que la commune garde le pouvoir sur le choix des ravalements dans son intégration avec le site. Voilà. Donc, c'est simplement de reprendre la main en PU. Donc, soumettre les ravalements de façade au dépôt d'une déclaration préalable sur l'ensemble du territoire de la commune. C'est-à-dire que, bon, en termes clairs, ça veut dire quoi? On n'est pas, nous, les juges absolus de ce qui est bon ou pas bon, ou bien. Ça permet, s'il y a déclaration préalable obligatoire, effectivement, s'il y a un doute par rapport à l'esthétique et l'intégration par rapport au site, de faire tout simplement un recours au bâtiment France qui devient juge de l'intégration. Voilà. S'il n'y a pas de demande et qu'on n'en exige pas, on peut s'attendre à n'importe quoi partout. Ouais. Je comprends bien. Protection, hein. Je comprends bien la démarche, mais est-ce qu'il va être indiqué aux habitants ce en quoi parce qu'on dit on prend la main, nous, conseil municipal, mais est-ce qu'il va être indiqué aux habitants les possibilités qu'ils ont en termes de ravalement de façade, histoire qu'ils n'aient pas forcément l'impression que ce soit fait... Le problème, c'est que ces contraintes sont dans le PLU, elles sont dedans, tout est écrit dans le PLU, mais qu'en l'état actuel, ces dispositions ont permis, par décret, d'alléger certaines dispositions du PLU. Mais elles y sont dedans. Donc si on reprend là, on peut dire c'est dans le texte du PLU. Voilà. Ça existe. Donc, là, on n'invente rien. Et c'est surtout ce qui me semble être une garantie. Bon, on a des petits, tous, on connaît Charleval, on a des petits endroits charmants. Ce serait un peu dommage de retrouver des couleurs flashées, machin, dans tous les sens. Voilà, c'est pour, on va dire que globalement on se protège de trucs. Ça concerne les commerces également? Les façades, ça concerne les façades. Les façades, même pas. C'est déjà fait. Ah non, ça c'est des ravalements de façade, hein, dans les façades. Clôture, c'est déjà passé. C'est déjà passé. On l'a déjà passé, on a repris la main. Vas-y, Christiane. Non, c'est parce que je lis ici à l'article. C'est où? Décide de soumettre les ravalements de façade et les clôtures avec la déclaration préalable sur l'ensemble du territoire. Oui, mais non, mais les clôtures, on a déjà délibéré les clôtures, ça c'est autre chose, non? On l'a déjà fait. Ouais. Voilà, donc si voilà, est-ce que vous en êtes d'accord? Il y a des votes contre, des abstentions. Merci pour le coup d'œil de Charleval. Le règlement du SIGOM, la collecte des déchets ménagers à cibler. C'est-à-dire que le SIGOM, c'est la collecte des déchets. Il nous prévient là-dedans, dans ce gros règlement, qu'effectivement, il y a des tas de règles. Alors, bon, je pense que si on les a tous lus, il y a des tas de règles, et puis il y a effectivement des contraintes sur la façon de gérer les déchets, entre autres. Donc je sais que dans ce document, il est fait allusion à certaines pratiques qu'on trouve ici puis ailleurs, hein, il n'y a pas qu'à Charleval que ça se passe comme ça. On va trouver des encombrants devant les ordures ménagères. Le SIGOM se déclare absolument neutre là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'y touchera pas. Hein. C'est pas parce qu'on a mis un sommier devant une poubelle jaune qu'il viendra ramasser le sommier. Donc, voilà, tout ça est dit clairement là-dedans, c'est de grande logique. Voilà, donc il préconise aussi, bon, effectivement, derrière la collecte des déchets, tout un programme en matière énergétique, de traitement. Que vous dire d'autre? Je vous engage à lire ce document qui est très écolo, très bien fait. Mais eux se protègent aussi par rapport aux abus des habitants. Donc, sur l'adoption du règlement de la collecte des déchets, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions?
Merci. Le compte rendu des délégations que nous avons accordées au maire. Donc voilà, c'est les délégations prises en vertu de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc c'est tout et tous les actes, toutes les décisions prises, j'arrive à le dire, par le maire. Donc on voit décision de modification, budget prévitif, merci, virement de crédit, créance admise en non-valeur, ça c'est la même chose. On a fait un virement de crédit au compte de créance admise en non-valeur. C'est-à-dire qu'on les recouvrera jamais. Voilà. À hauteur de 2080. Le reste, ce sont essentiellement des demandes de dotation. Futur, il y a nous manque pour continuer de protéger Charleval dans les mesures d'incendie, de protection incendie, la pose de poteaux incendie donc route de Fleury, la réfection du préau de l'école, l'acquisition matérielle pour une transition zéro phyto, c'est pour éviter de pulvériser des cochonneries dans le sol. Il y a un chéneau de l'école primaire. Tout ça, ce sont des demandes de dotation, de subvention prévues pour ces travaux. Rénovation du sol et l'aire de jeu maternelle. Le mandat à un avocat pour nous représenter sur les effractions du restaurant scolaire. Subvention pour le démoussage des toitures. Il y en a plusieurs. Il y a l'église. Il y a l'église. Je me demande s'il n'y a pas de bâtiment d'espace libre. Oui. Il y a différents bâtiments. On l'a pas déjà fait ça? Charles-Neuf, on l'a déjà fait. Charles-Neuf, on l'a déjà fait, je pense. Non, enfin, bon, il y a l'église et il y a effectivement la gare. Et puis. Non. Donc démoussage de certaines toitures, pose de purificateurs d'air et détecteurs de CO2 dans les écoles, aussi subvention concernant le chéneau de l'église, réfection et mise aux normes de l'escalier de l'école primaire, rénovation des sols, 4 classes, école maternelle. Voilà, donc tout ça, ce sont des demandes de subvention. Donc, ça se vote, ça? Non, c'est un point. Voilà. Donc, c'était pour information. Voilà, si questions diverses. Oui, alors la première des questions, c'est que est-ce qu'on pourra avoir un temps de travail, un conseil municipal pour décider de ce que sont vraiment les questions diverses et ce que sont les questions orales? Parce que nous avons les textes de loi, mais il semble qu'on n'en ait pas les mêmes définitions, puisque la question orale doit être une question que l'on envoie 48 heures avant et qui peut être posée lors du prochain conseil municipal par la personne qui a écrit la question. Donc c'est ça une question orale. Et les questions diverses, donc la question orale est encadrée par la loi, et la question des diverses fait plus partie des pratiques qui ont déjà été amenées à être jugées, sur lesquelles il y a déjà eu des décisions ou des rapporteurs du Sénat qui se sont exprimés. Et j'aimerais vraiment que dans ce conseil municipal, à un moment donné, on éclaircisse un peu ça. Pourquoi je dis ça? Parce que le dernier conseil municipal, nous parlions des questions diverses en disant est-ce qu'on peut changer un point à l'ordre du jour puisque notre règlement intérieur le prévoit. Et là, nous avons eu une grande tirade sur un texte qui concernait les questions orales. Donc ce n'était pas à propos. Monsieur Meaux, vous avez même renforcé en disant mais qu'on ne pouvait pas faire ça puisque si on prenait une décision, ce serait annulé. Or, nous ne demandions pas une question orale, puisque nous savons très bien ce que c'est une question orale, nous avons peut-être été les premiers à en déposer, mais on parlait des questions diverses. Donc, je ne veux pas revenir sur cet épisode-là, mais je pense que ce serait quand même important
qu'on ait quelque chose de très clair là-dessus. Puisque même lors du précédent conseil, M. Calais nous dit de toute façon les questions diverses doivent avoir affaire aux questions inscrites à l'ordre du jour. Il le dit. Or, ce n'est pas ce que l'on voit ailleurs. Les questions diverses, jusque-là, elles servaient à des conseillers municipaux que nous sommes, à pouvoir poser des questions justement qui ne sont pas à l'ordre du jour et qui ne méritent pas de délibération. C'est le propre de la question diverse. Mais lors du précédent CM, M. Calais nous a dit, et ça je ne l'invente pas, c'est aussi dans la vidéo, les questions diverses doivent avoir attrait à l'ordre du jour. Et c'est le maire qui décide des questions qui doivent être abordées. Donc moi, ça me pose un petit peu problème à ma démocratie. Enfin, comme je la vois, ça veut dire que si dans un conseil municipal, ok, les questions orales, c'est encadré, on respecte, on sait ce que c'est. Mais si demain, en fonction des questions que nous souhaitons aborder, on décide un jour que les questions diverses, c'est le maire qui décide quelles questions les conseillers municipaux peuvent poser, à d'autres, non, on peut poser ce qu'on veut. Donc j'aimerais vraiment qu'il y ait ce travail d'éclairage de ce que sont les questions orales, de ce que sont les questions diverses. Hein. J'ai trouvé plein de textes, mais je pense que Mme Collard doit aussi en avoir. Mais qu'on l'écrive quelque part, parce que ça ne peut pas être à l'envi, quoi. Hein. Vous comprenez que c'est un peu compliqué pour nous de nous retrouver dans un conseil municipal comme la dernière fois, en ayant le droit à une grande tirade sur les questions orales, alors que nous, on parlait des questions diverses. Et que par contre, dans le précédent conseil, on pouvait parler des questions diverses. Chaque conseiller ici pouvait parler des questions diverses qu'il souhaitait. Et d'un coup, lors du dernier conseil, parce qu'il y avait les professionnels de santé, etc., on nous a fait une grande tirade sur les questions orales. Donc ça, moi, ça me gêne qu'on procède comme ça. Je pense que ce n'est pas très lisible en termes de démocratie, qu'un jour, une question orale, ça veut dire ça, une question diverse, ça veut dire ça, qu'à un autre moment, ça ne veut plus dire la même chose. Donc je demande simplement qu'il y ait ce travail-là, que ce soit posé, envoyé à l'ensemble des conseillers municipaux, parce que on parle de nous, parce qu'il y a effectivement, on représente les jeunes Charlemagne, mais ça concerne tous nos collègues du conseil municipal qui devraient avoir une lisibilité très claire sur ce qu'est une question orale, ce que sont les amendements que l'on peut apporter, chacun d'entre nous, hein, parce que nous, on est élus de l'opposition, mais un amendement peut être fait par n'importe quel conseiller ici, et ça, ce serait peut-être bien. Je pense que la formation des élus d'un conseil municipal, il y a toujours à faire. Et donc, moi, j'invite à ça, à plus de possibilités, d'informations pour expliquer aux élus comment ils peuvent jouer pleinement leur rôle, à travers quoi. Alors, bien sûr, il y a des commissions, mais comme chacun sait, tout le monde n'assiste pas à des commissions. Et pour autant, on est amené aussi à prendre des décisions. Et puis, il y a aussi les expressions des habitants. Alors, soit on dit, effectivement, Jeanne Charleval, vous connaissez notre position, on laisse la porte ouverte aux habitants pour nous poser des questions, qu'on puisse faire remonter en CM, et ça, nous y tenons, puisque c'était vraiment un engagement, de notre part. Nous avons aussi été élus. Et c'est pour ça que je demande vraiment ce temps de travail-là. Que ce soit posé, je ne sais même pas si ça nécessite un temps de travail, puisqu'il y a des textes qui disent ça, il faudrait simplement l'envoyer à l'ensemble des conseillers municipaux pour éclaircir ces histoires de questions orales, questions diverses, amendements, etc., mais toutes les possibilités que nous, chacun des conseillers, nous sommes 19 conseillers municipaux, nous pouvons avoir pour mieux faire fonctionner encore ce conseil municipal. Merci. Je ne sais pas si c'est défini avec précision dans le règlement du CM. Non, justement non. Bon, on peut effectivement, on ne fera pas ce soir, c'est sûr. Bien sûr que non, mais... On peut effectivement définir ce point-là, oui, c'est sûr. À noter quand même, et ça n'engage que moi, qu'un conseil municipal, c'est quand même le lieu de la prise de décision. Oui, et de débat et de décision. Oui, monsieur, je suis d'accord avec vous, Patrick, parce que je n'arrête pas de le dire, mais oui, forcément. Donc il ne faut pas perdre de vue que c'est d'abord des décisions. Tout à fait. Mais je tiens aussi à dire... Les débats ont lieu avant. Les débats peuvent aussi avoir lieu lors d'un conseil municipal. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi, monsieur Emo. Ça, je n'arrête pas de le dire, mais voilà, je continuerai à le dire. Tout comme j'ai bien aimé aussi la grande tirade sur « Je suis la police de l'Assemblée ». Je vous invite quand même à revoir un petit peu tous les conseils municipaux qui se déroulent ailleurs, où il est devenu une pratique. Mais je le dis, regardez, ou sinon je vous enverrai les liens de tous ces conseils municipaux
qui prennent la peine à chaque conseil de laisser un temps pour que des habitants puissent s'exprimer. Donc ça, peut-être aussi, j'invite à ce qu'on ait un peu plus d'ouverture là-dessus, en se disant, bien oui, comment on veut que des personnes viennent dans un conseil municipal. Alors, et puis, ils se disent, bah, moi, si j'ai envie de dire quelque chose, alors je comprends, on peut se donner des règles, hein, on peut se donner des règles, on se dit à la fin du conseil, on accorde, je sais pas, moi, un quart d'heure, 20 minutes à l'expression des habitants qui se sont déplacés. Ça me semble être d'une politesse déjà un minimum, et puis ça montrerait également que en dehors de notre conseil, on est vraiment aussi à l'écoute des habitants qui pourraient venir faire des remarques. Voilà, ça aussi, j'invite à cette réflexion-là, puisque ça se pratique ailleurs, je vous assure, ailleurs. Et dans des CM aux alentours, et même en France aujourd'hui, hein, les habitants peuvent tout à fait poser une question à leurs élus. Donc moi, franchement, j'aimerais qu'on repose toutes ces questions diverses, questions orales, amendements, comment on peut faire en sorte que des habitants puissent poser des questions à leurs conseillers municipaux qu'ils ont élus à la fin d'un CM, si vous le souhaitez. Ça me semble être vraiment un cheval de bataille. Ils peuvent le faire tous les samedis matins. Où? En mairie. Alors, est-ce que vous permettez aussi que des habitants veuillent pouvoir aussi parler à des simples conseillers municipaux que nous sommes? Donc ça, il faut quand même aussi l'entendre. Comment expliquez-vous qu'en France, aujourd'hui, c'est une pratique où des habitants peuvent venir et on leur laisse un temps d'expression, et ici, c'est encore compliqué, quoi. Donc ça, il faudrait, je pense, hein, qu'il faut franchement qu'on y réfléchisse. Et puis, je vous fais une autre remarque d'habitants suite à plusieurs CM. Ça veut dire que là, je ne sais pas comment on peut faire, hein, ce n'est absolument pas une critique de ma part, mais il y a des conseillers municipaux, quand ils présentent leur sujet, ils savent les animer, ils savent nous parler de quoi, du sujet, et d'autres nous lisent toute la délibération en vertu de l'article machin, donc la remarque des habitants, ça a été de dire, mais est-ce que ça peut pas être... Alors certains le font, d'autres le font pas, mais est-ce que ça peut être un peu plus dynamique plutôt que de nous lire toute une délibération, l'article machin, et plus se concentrer sur le fond et des choses qui pourraient débattre. Parce que discuter de l'article de loi, ça ne va pas être... Je me permets une remarque aussi. Tout le monde n'a pas la même capacité à être à l'aise à discuter en conseil municipal. Oui, je sais bien. C'est pour ça que certains vont lire plus facilement, et ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas leur dossier, ça veut dire que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde d'être à l'aise en conseil municipal. Oui, mais moi, ça, je le sais, c'est pour ça que j'ai dit en préalable, ce n'est pas une critique, mais c'est une remarque d'habitants qui disent, ben voilà... c'est pour répondre à la remarque. Ouais, quelquefois, c'est un petit peu long et pas passionnant du tout, quoi. Et donc, moi, je voulais dire qu'on n'était pas non plus dans un show. Bah, on n'est pas dans un show, ça s'appelle la démocratie, Corinne. Si ça te gêne qu'on puisse discuter, échanger dans un conseil municipal, c'est pas un show. Le fait de mettre, de s'exprimer... différemment, on n'est pas dans un show. Bah, je pense que les habitants, quand ils disent qu'il y a des conseillers municipaux qui vont direct sur le sujet et qui traitent du fond et d'autres lisent la délibération, je pense pas qu'ils aient envie d'assister à un show, c'est juste une remarque, voilà, que je vous fais partager. Et je pense pas que les gens qui assistent à un CM ont envie d'assister à un show, je pense qu'ils auraient mieux à faire un soir pendant 3 heures. S'ils se déplacent, c'est bien parce que ils ont envie de s'intéresser à la vie de leur commune. Moi, j'invite toujours à vous dire, regardez le taux d'abstention en France et à Charleval. Je pense que nous avons tous des efforts à faire pour intéresser les habitants à la vie de leur commune. Donc oui, tout ce qui pourra contribuer à rendre notre CM plus, je sais pas, plus, j'en sais rien, réfléchissons-y, mais c'est un vrai sujet que de poser ces questions-là. Et ça n'a rien à voir avec un show, parce que je crois que de passer comme des CM 2h30 ici, je crois qu'ils préféraient, les habitants, être en famille. Alors pourquoi ils se déplacent? Bien parce qu'ils ont peut-être envie de participer à la vie de leur commune. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, quand ils revoient le film du conseil municipal, que Madame Payen fait souvent son show. Voilà, bah oui, Madame Payen s'exprime. Bah, moi, en fait, je m'en fiche royalement, Christiane, je m'attendais pas à moins de toi, mais je m'en fiche royalement. Les gens disent que les citoyens me répètent. Voilà. Si exprimer ce soir ça, c'est faire son show, alors la démocratie est franchement mal barrée. Et puis si tu partages, alors là, ça m'inquiète encore plus. Donc ça, c'était ma première question, parce que maintenant, j'ai deux, trois questions d'habitants.
Il a été question d'une réunion publique concernant la vidéosurveillance. Protection. Oui, c'est la même chose. On peut jouer sur les mots, mais c'est pareil. Bon, bref, c'est justement, il y aura peut-être besoin d'une réunion publique pour l'expliquer aux habitants, la différence. D'accord. Mais justement, la question, c'était, une des questions posées, c'était quand est-ce que va se dérouler cette réunion publique? Dès qu'on pourra la réaliser en termes de masques. D'accord. Mais elle est absolument prévue. Okay. Il n'y a pas eu de date, voilà. La deuxième question concerne les habitants d'Abel-Jumelin qui nous faisaient remonter que depuis longtemps devait être étudiée la possibilité d'avoir des trottoirs. Et ils voudraient savoir si à un moment donné on va se pencher là-dessus ou pas. Depuis quand? Je sais pas, ils m'ont pas dit depuis quand, ils m'ont dit que ça faisait quand même pas mal d'années qu'on leur disait qu'on se pencherait sur les trottoirs. Ils m'ont pas donné Non, mais c'est parce que... Ouais. Je regarderai dans le précédent réunion de quartier, si ça avait été dit. Ouais. On a eu ce quartier. On verra. Là, je vais voter en touche. Je sais pas si ça a été évoqué. Donc je fais remonter ça, mais ça semblait être un sujet qui avait déjà été abordé et il nous demandait de voir si on pouvait s'intéresser à la question. Trottoir à Abel-Jumelin. Ouais, derrière là. Carrefour. Non, je suis incapable de dire si ça a été évoqué. Ouais, non, mais il nous demande si on peut. Ok. On peut envisager la réponse au prochain. Voilà, c'est ça, de pouvoir étudier ce sujet-là était demandé. Okay. Est-ce qu'on peut avoir juste un petit point de situation sur la vente des 2 logements? Il y a eu des visites, comment ça a marché? Il y a eu des demandes. Tout est clair, c'est cadré au niveau du cahier des charges. Les visites, elles sont prévues sur le mois de décembre. Ce sont des visites collectives décembre et janvier. Il y a 4 visites au total. Pour l'instant, on est en phase de publicité. Voilà. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas eu de retour. D'accord. Ok, parce que nous, on a des questions concernant, mais comment ça marche? C'est vrai que c'est pas tout à fait facile. En fait, les gens vont visiter, font une proposition, c'est bien ça. Et il n'y a pas du tout d'estimation de fait par la collectivité. C'est les gens qui font un plancher qui a été voté en conseil. Un plancher qui a été... Voilà, et ok. Parce que le cahier des charges a été voté en conseil. Ouais. Et donc après ils font une proposition et il y a quand même un petit dossier quelque part à monter en expliquant quelle est la destination du bien que les personnes souhaitent en faire, quelles sont les conditions de financement, s'il y a un prêt, s'il y a des conditions suspensives, etc. Mais je trouve que la question de M. Barmeni est très pertinente. Est-ce que c'est au plus offrant ou si... Parce qu'au plus offrant, on peut avoir un promoteur. C'est écrit dans le cahier des charges qui a été voté par le conseil municipal. Je crois qu'on l'a même passé 2 fois pour le 21 Grande Rue. C'est bien écrit que voilà, il y a quand même des critères d'attribution et que comme il y a un prix plancher, c'est sûr que plus le prix proposé sera élevé, plus les points attribués seront importants. Et si c'est un Charles Vallet qui veut acheter, est-ce qu'il a plus de points qu'un autre? C'est pas dans le cahier des charges. C'est tout. Bien, s'il y a des questions. Oui, la fibre, elle en est où? Alors, c'est 2 derniers. Alors, c'est large, c'est hors numérique, c'est large. C'est dernier trimestre 2022 ou premier 2023. Oui, enfin. Donc c'est pour le second 2023 alors. Voilà. Ça sera pas avant. À chaque fois, c'est très bien. C'est large. C'est de semestre en semestre. On part en 2027, on l'aura. Ah, c'est clair. Ça sera obsolète quand ce sera en fonction. Ah oui. On sera passé à autre chose. Ouais, c'est clair. Mais normalement, en fait, il s'est engagé avec la maison de santé parce qu'il devrait y avoir de la télémédecine. Est-ce que ça active Ça
c'est activé. Ou désactivé. Il y a quelque chose. Donc fin 22, début 23. Oui, donc ça sera pour fin 2023. Ah non, réaliste. Ah non, c'est espérer que ça aille plus vite parce que c'est vrai que pour les gens qui travaillent, notamment à Charleval, c'est important la fibre. C'est pas juste pour faire beau, mais c'est vrai que pour les entreprises et les gens qui travaillent, la fibre, c'est quand même quelque chose de très important. Et même pour les gens qui veulent s'installer aujourd'hui dans une commune, ben, ils regardent aussi, bien sûr, tous les services périscolaires, etc., mais également la fibre. J'ai une question moi, concernant la passerelle. Je sais qu'il y a eu la visite, on va dire, la pose de la passerelle. Et est-ce qu'ils vous ont annoncé une date, on va dire, une fourchette de temps pour l'ouverture? Normalement, en fin d'année. S'ils tiennent le truc là aussi. C'est plus précis. Non, 2022. C'est la passerelle entre la fibre et c'est ça. Ouais, bon, nos gros soucis, il y en avait, effectivement, construire une passerelle, c'est une chose. La porter là où elle devait aller, ça a été une deuxième grosse chose. Et la troisième plus grosse chose, c'est la porter par rapport au voisinage qu'il y avait dans le coin. C'est-à-dire qu'il a fallu vraiment vaincre tout ça. Donc on n'aimera personne, mais c'est vrai que on a de gros soucis avec les voisins. Voilà. Donc il y a encore 2-3 trucs en cours sur le bornage, la délimitation. Pas fini. Voilà, ça se joue maintenant à quelques centimètres. Donc c'est vrai que je pense que dès le départ, l'expropriation, ça aurait été le meilleur choix, mais on aurait fait le c'était une chose à couper les caméras. Non, voilà, donc normalement, on peut espérer ça, moi je dirais vraiment janvier. De toute façon, il y a encore des aménagements à faire. Mais il ne faut pas qu'il gèle, parce que s'il gèle, ça sera février. Le marché sera terminé, les aménagements. Tout ça sera opérationnel pour le début d'année, mais c'est pas dit qu'elle soit ouverte et accessible au public pour le début d'année. Oui, par rapport à cette mesure de sécurité, c'est sûr. Mais bon, on devrait être dans ces eaux-là. Là, si on dit oui, mais c'est plus sûr. Premier trimestre 2022, c'est plus sûr que la fibre. Voilà. Ah oui. Maintenant qu'elle est posée, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Pardon? Maintenant qu'elle est posée, ce serait dommage qu'on ne puisse pas l'utiliser. Ah bah oui, mais enfin là, il y a clairement pas de fer, il y a un gros problème. Donc il faut dire que le terrain, c'est assez humide en ce moment. C'est difficile. C'est pas la meilleure réponse. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a l'aménagement aussi, est-ce qu'il y a de l'aménagement prévu des dizaines de mètres avant et après? Ah oui, c'est les rampes qui doivent respecter un peu dans chaque CT. Et puis, non. C'est ça qui crée des problèmes. Ça sera accessible. Quand ce sera fini, ce sera accessible. Même les engins, ils s'auto-tirent chacun pour se sortir. C'est pour ça que je demandais ça, je les ai fait un peu. Voilà. Donc, on peut clore. Alors, on clore la séance. On clôt la séance. Merci beaucoup.